Bon, mon micro est très haut, j'espère qu'il enregistrera pas trop mal. On verra ça au montage. Mon dernier bilan lecture datant de janvier, il faut que je vous parle de mes lectures de février, de mars et d'avril dans ce bilan. Donc il va être assez conséquent. Il y a pas mal de BD, il y a pas mal de romans, j'ai lu beaucoup ces derniers temps, je suis très contente de moi. On va commencer rapidement par les BD. J'ai découvert Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher chez Le Lombard, qui a été une super bonne découverte. On va suivre un garçon qui est acrobate et ce garçon va se rendre compte rapidement qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. En fait, ses copains lui disent qu'il a été absent la veille à son entraînement. Et il était absent aussi le samedi d'avant. Et à un moment, il se rend compte que lorsqu'il se réveille, en fait, on n'est pas lundi, on est mercredi ou on est vendredi. Et donc, il y a un laps de temps où il n'était pas conscient, où il ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a dormi? Est-ce qu'il a cuvé parce qu'il avait trop bu? En fait, pas du tout. Il y a une autre personne qui prend son corps pendant une certaine durée et cette durée va s'agrandir au fur et à mesure du livre. Il va de plus en plus se retrouver effacé par rapport à son autre lui, son espèce d'alter ego. Qui est tout à fait différent, qui n'aime pas ses cheveux longs, donc qui va se mettre à les couper, qui va se faire tatouer, qui va sortir avec des filles alors que lui, il n'a pas envie. Enfin bref, voilà, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais ils vont quand même communiquer au travers de vidéos. C'est lui le principal hôte du corps, mais pour autant, c'est très difficile pour lui d'interdire à l'autre de faire ce qu'il veut. C'était vraiment intriguant comme toutes les BD de Timothée Le Boucher. J'en ai vu qui étaient beaucoup plus tourmentées, beaucoup plus bizarres et où on se posait beaucoup plus de questions. Là, on est quand même dans quelque chose qui est pas mal ancré dans la réalité et où on a une explication à la fin qui est plausible et qui apporte tout à fait une réponse honorable et juste à ce problème-là. Quelque chose qui est réaliste et ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres BD de Timothée Le Boucher. C'est une expérience de lecture que j'ai beaucoup appréciée, qui est un petit peu déroutante, mais si vous connaissez Timothée Le Boucher, ça va, vous pouvez y aller les yeux fermés. Une autre BD que j'ai adorée, c'est Mitsuo de Jérôme Hamon chez Le Lombard. C'est un diptyque, donc ça c'est le premier tome. On va suivre un petit enfant qui a, je sais pas, 5-6 ans, qui a un souci mental. Il a vraiment du mal à être sociable avec les autres, il reste vraiment souvent dans son coin, à jouer à des jeux tout seul, dans sa tête, à s'inventer un monde, et en fait à tel point qu'il n'arrive pas à communiquer avec les autres personnes de l'extérieur. Voilà, il est toujours ailleurs. Et ses parents vont décider, ou en tout cas son père surtout va décider de le mettre dans une école spéciale pour enfants comme lui. Le souci c'est que sa mère ne veut pas et donc elle va le kidnapper entre guillemets et passer du temps avec lui pour essayer au maximum de le comprendre. Et donc elle va rentrer dans son jeu, elle va carrément endosser un costume de ses héros préférés. C'est vraiment une maman extrêmement dévouée et c'est un livre qui est à la fois dur à lire parce que on se rend compte que ce petit garçon, c'est pas en l'enfermant quelque part qu'il va réussir à échapper à tout ce qu'il y a dans sa tête, mais en même temps c'est la seule solution que les adultes ont trouvée pour lui. Et on sent bien cette maman qui à la fois veut le meilleur pour son fils, mais qui en même temps a envie que, d'une certaine manière, qu'il soit accepté tel qu'il est. La fin de ce tome m'a brisé le cœur et j'ai absolument envie de connaître la suite. Mais je ne sais pas si elle est sortie, je ne pense pas, et je ne sais pas quand elle sortira, mais j'ai très hâte de découvrir la suite. En tout cas, c'est une petite BD familiale avec des magnifiques dessins. Je vous la conseille très chaudement. Une BD dans un tout autre registre mais que j'ai adoré aussi, c'est Né Rebelle. C'est écrit à 4 mains, donc on a 4 histoires, si je ne me trompe pas, ou 5 distinctes, écrites par des auteurs différents. Et c'est édité chez Doman, je ne sais pas, édition, je sais plus ce que j'ai écrit, j'écris pas très bien. Et du coup, c'est une BD où on va suivre plusieurs personnages féminins. Ce sont des jeunes filles comme Malala ou Greta, des filles qui ont une renommée internationale et qui se battent quotidiennement pour faire entendre leur voix. Donc c'est vraiment une BD profondément féministe, mais aussi qui montre aux jeunes que même si on est jeune justement, même si on n'est pas encore adulte pour certains,
eh ben, on peut faire entendre sa voix et on peut avoir un impact fort. Parce que voilà, ces personnes sont allées à l'ONU pour défendre le droit des femmes, pour défendre la planète, voilà, pour faire entendre leur voix, et que voilà, ce n'est pas parce qu'on est jeune, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne sera pas forcément entendu. J'ai aimé les 5 histoires qui sont très différentes de par leur esthétique, mais qui ont ce point commun que je viens de vous évoquer. On avait du coup Malala qui défend l'éducation des filles. On a Greta qui défend du coup l'écologie, l'écologie et la planète. On a aussi un groupe de jeunes qui défendent l'abandon des armes aux États-Unis pour que les écoles soient plus sûres suite à un carnage qu'il y avait eu dans un lycée où quelqu'un s'était introduit et avait fusillé un nombre incalculable de personnes. Et puis on a aussi des filles qui se battent aussi contre le plastique sur les plages, puisqu'elles sont sur une île, je sais pas si c'est Tahiti, Hawaï ou je ne sais où, bref. Mais voilà, donc c'était vraiment très très intéressant parce que c'était aussi un petit peu documentaire dans un certain sens. J'ai également eu un coup de cœur pour la BD Idéal Standard d'Aude Picot chez Dargaud. C'est une BD féministe, là encore une fois. On va suivre Claire, une trentenaire qui a vraiment du mal avec les relations amoureuses. En tout cas, elle va de relation en relation sans que ça aboutisse vraiment à quelque chose de sérieux. Là, elle a un petit peu laissé tomber. Elle va d'histoire en histoire, voilà, sans forcément se prendre la tête. Mais elle a envie quand même de construire quelque chose avec un homme. Et pendant une soirée, elle va rencontrer un garçon. Un homme, on va dire plutôt, hein, puisque à 30 ans, on est plutôt un homme. Le courant va plutôt bien passer entre eux. Et de fil en aiguille, en fait, ils vont se voir, la relation va s'instaurer et elle va habiter avec lui. Et à partir de là, tous les petits soucis des femmes vont ressurgir, c'est-à-dire la surcharge mentale due aux tâches ménagères, le fait que voilà, l'homme a des fois plus de libido que la femme et que l'homme ne s'occupe pas forcément de la femme lorsqu'il a fini ce qu'il a à faire, vous voyez ce que je veux dire, que voilà, qu'il n'est pas forcément présent pour elle, qu'il n'est pas attentif à ses besoins, à ses envies, que finalement voilà, cet homme avec lequel elle pensait avoir un enfant, je crois bien, ne veut pas d'enfant, ou lui il en veut, elle en veut plus, je sais plus, enfin, ils sont pas d'accord sur ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé voir ces problèmes entre guillemets de société, ces problèmes qu'ont les femmes la plupart du temps avec les hommes, vraiment ressurgir dans cette BD de manière très réaliste, très juste. Vraiment c'est une BD que je vous conseille vraiment très très chaudement. Je vais passer rapidement sur les 3 dernières BD parce qu'elles m'ont moins touchée, moins plu. La première c'est The Magic Fish de Nguyen Trung Le, aux éditions Ankama. C'est une BD où on va suivre 2 histoires en parallèle. L'histoire telle qu'on l'a avec une maman et son petit garçon qui va au collège, qui vit sa vie, qui voilà, a des copains, tout ça. Et le lien qu'il y a avec sa maman et qui, comment dire, pour éviter un peu qu'il oublie son vietnamien, parce que voilà, le petit garçon il a grandi aux États-Unis et sa mère est vietnamienne et du coup il continue de parler en vietnamien pour ne pas oublier les traditions, ses racines et tout ça. Et donc il s'amuse à lire, enfin il s'amuse entre guillemets, à lire des histoires en vietnamien à sa maman. Et donc c'est un peu sous forme de contes de fées, c'est pas les histoires que nous on connaît, le petit chaperon rouge ou je ne sais quoi, c'est des histoires à part entière. J'ai assez bien apprécié l'histoire, ça m'a pas transcendé non plus. Je ne sais pas pourquoi il y avait cette volonté d'avoir 2 histoires l'une dans l'autre. J'avais aussi lu Pourquoi je suis comme ça de Jenny Lordal chez La Joie de lire, qui traite d'une jeune fille en surpoids qui va faire un régime suite à la demande de ses parents et elle va tomber dans l'exact opposé, dans le surcontrôle et dans l'anorexie. C'est pas vécu comme ça, c'est pas montré comme ça, on ne parle pas de ces mots-là, on reste assez en surface. Au niveau graphisme, ça n'a pas été ma came non plus, donc voilà, je vous le conseille pas forcément. Et pour finir, une BD à côté de laquelle je suis passée complètement, je pense, c'est Idis de Richard Malka chez Rue de Sèvres, qui est une BD qui retrace l'histoire de la grand-mère de l'auteur. Donc il a voulu lui rendre hommage.
en racontant l'histoire du coup de Idis qui vient de Russie et qui va avec sa famille arriver à Paris. Je crois que c'est dans les années 1800 ou 1900, je sais plus, enfin voilà, il y a quand même pas mal de temps. Peut-être 1900 plutôt, si c'est sa grand-mère, je sais plus. Mais voilà comment ils vont réussir à faire leur petit bonhomme de chemin. Je suis passée à côté de cette lecture, j'ai pas vraiment ressenti d'émotion ni quoi que ce soit, donc je vous la conseille pas forcément, mais si vous recherchez une thématique autour de l'immigration et voilà, d'un peu une histoire familiale, ça peut peut-être vous intéresser. On va passer au manga, je vais juste parler rapidement des séries que j'ai commencées. Donc j'ai commencé Couteau et Piment Vert de Yuki Izoya chez Le Lézard Noir, je vous mets dans le petit i mon avis. Pareil pour la série Le Vendeur du magasin de vélo de Harare Matsumushi aux éditions du Lézard Noir toujours, je vous le mettrai dans le petit i. Très récemment, je vous ai posté une vidéo présentation du début de la série La danse du soleil et de la lune de Daruma Matsura aux éditions Kiun, que j'ai beaucoup apprécié. Je vous laisserai la voir encore une fois dans le petit i. J'ai eu une déception en termes de BD/manga, c'est Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, qui malheureusement a été une déception. On retrouve le style de Hayao Miyazaki avec ce qui lui est cher, c'est-à-dire un monde assez proche de la nature finalement, avec des super beaux paysages, des villes colorées, avec tout un folklore vraiment très très bien construit. Mais dans ce format-là, en tout cas en format manga/BD, parce que c'est un ouvrage qui est déjà en dur, c'est pas une jaquette molle comme pour les BD, c'est pas une jaquette molle comme pour les mangas, et en plus l'intérieur est en couleur. Déjà de quoi ça parle, c'est Shuna qui est un prince qui vit dans une sorte de vallée où il n'y a pas grand chose. Le village dans lequel il vit a vraiment du mal à vivre parce que les cultures poussent pas vraiment très bien. Et il va rencontrer un homme qui est sur le point de mourir et qui va lui indiquer qu'il existe des petites graines à planter et qui prospéreront et qui permettront de faire des céréales et qui donneront du coup de la nourriture à son peuple. Le seul souci, c'est qu'il faut aller à l'autre bout du monde et qu'il faut braver tous les dangers. Sinon, c'est pas drôle. Il va bien sûr s'en aller. Il va rencontrer sur son chemin des gens qui font de la traite d'esclaves. Il va finalement arriver au bout de son chemin et rencontrer une forêt tout à fait luxuriante avec plein de personnages bizarres. Il va récolter les fameuses graines. Ça va faire un cataclysme pas possible. Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire. Il se passe quand même pas mal de choses. Le souci, c'est que les personnages ne parlent pas. Il y a très très peu de bulles. Donc en fait, c'est plutôt une sorte de roman graphique où on a beaucoup de textes narratifs, mais il y a très peu de dialogue. Et deuxièmement, le texte narratif est très pauvre, je trouve. Il est pas très intéressant et voilà, moi ça m'a posé un petit souci parce que j'ai eu du mal à vraiment être dans l'histoire et à ressentir des émotions parce que je sais pas, ça collait pas, il y avait quelque chose qui marchait pas très bien. Bon, pour vous teaser un petit peu, j'ai décidé quand même de vous parler rapidement, même s'il y aura une vidéo dédiée à ce manga, j'ai décidé de vous parler rapidement de Hirayasumi de Keigo Shinzo aux éditions du Lézard Noir. Donc j'ai découvert les 2 premiers tomes juste là, il n'y a pas très longtemps. C'est un manga que j'ai tout simplement adoré, les 2 premiers tomes, je les ai dévorés. C'est un manga très feel good dans lequel on va suivre un homme de 29 ans qui s'appelle Hiroto Ikuta qui vit une petite vie tranquille avec sa cousine qui vient d'entrer à la fac. Sa particularité, c'est qu'il a vraiment du mal avec les femmes et à chaque fois qu'il en trouve une plutôt sympa, plutôt jolie, il perd ses moyens et il sait pas trop comment se comporter avec elle. J'aime beaucoup le temps que prend le manga à se mettre en place. J'ai l'impression que les relations sont travaillées de manière assez réaliste. Les 2 personnages donc, qui sont là, la cousine et le cousin,
sont comme des frères et sœurs en fait. Une relation à la fois d'ennemis, vous voyez, ils se chamaillent tout le temps, des fois ils vont se chercher, s'embêter, etc., se taquiner. Mais ils sont là l'un pour l'autre et il va être là pour l'aider lorsque elle a du mal à se faire des amis, lorsque elle se pose des questions sur son futur, est-ce qu'elle va réussir ou pas à devenir mangaka. Bref, c'est un petit bonbon de douceur, j'ai vraiment adoré ma lecture, je vous le conseille à 1000% avec les beaux jours qui arrivent, se mettre sur un transat au soleil et lire ça, honnêtement il n'y a pas meilleur feeling, je vous conseille vraiment chaudement de l'essayer, je vous en reparle très prochainement j'espère, parce que j'ai plein de vidéos de prévues et je ne sais pas quand je vais pouvoir caler la présentation de ce manga-là, mais j'espère très prochainement. Maintenant, on va passer aux romans. Il y a 10 romans dans cette partie-là, plus un bonus qui n'est pas un roman, mais un livre documentaire, non-fiction. Je ne sais pas trop comment on dit ça en termes littéraires. 10 romans, ça fait quand même pas mal, donc j'espère que j'aurai pas besoin de faire une deuxième partie. En février, j'avais lu Swimming Pool de Sarah Crossan. Je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée à Sarah Crossan qui était dans ma catégorie plume d'auteur. Je vais en parler très rapidement, mais je vous laisserai aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur Sarah Crossan, son univers, ses livres de manière générale. Swimming Pool, c'est l'histoire de Kasienka, une jeune fille qui est au collège, fin collège je pense, qui vient de Pologne et qui va déménager avec sa maman pour essayer de retrouver son papa. Son papa a abandonné sa mère, on dirait qu'il est parti du jour au lendemain, qu'il lui a rien dit. Leur relation commençait à s'étioler, malheureusement sa mère n'accepte pas que son père soit parti comme ça, donc elle décide de le suivre et d'aller au Royaume-Uni. Là, Kasienka du coup doit refaire complètement sa vie. Elles sont arrivées, elles n'ont pas d'argent, sa mère ne parle pas du tout l'anglais, donc ça va être très compliqué de s'intégrer dans cette société. Elle a réussi à trouver un petit studio, sa mère, dans lequel elle va vivre avec sa fille. On sait comment c'est à l'adolescence, dès qu'on a une petite différence, ça peut devenir l'éléphant dans la pièce, et donc les filles surtout sont assez méchantes avec elle. Au début, ça se passe plutôt bien, et puis au bout d'un moment, il y a des moqueries, il y a limite du harcèlement. Mais elle va réussir à prendre son envol, on va dire, elle va réussir à grandir, à évoluer, à passer outre ces petites chamailleries, ces petits trucs de gamin. C'est vraiment l'évolution du personnage que j'ai trouvé super intéressante, de voir cette fille qui va au début beaucoup s'appuyer sur sa mère, et puis au final c'est sa mère qui va s'appuyer sur elle parce que elle a du mal à abandonner l'image qu'elle avait de sa vie avec ce père qui finalement est parti avec son mari qui ne veut plus d'elle. Mais elle est là, elle va réussir Enfin, au début elle est un peu en colère contre sa mère, mais au final elle va comprendre pourquoi est-ce qu'elle l'a emmenée ici, parce qu'au début elle se dit mais pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce chemin, finalement son père il veut pas la voir, et on a fait tout ça pour rien, et on est délaissé, on n'a pas d'argent, comment on va s'en sortir. Mais c'est une fille qui a vraiment une grande force, et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, l'un des meilleurs je pense de Sarah Crossan, si ce n'est le meilleur. Moi j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. On passe dans un registre totalement différent. J'ai aussi lu la suite du Pont des Tempêtes avec le tome 3, L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen. C'est un roman au début où j'étais super hypée. Enfin voilà, j'ai adoré le premier tome, ça a été un gros coup de cœur intersidéral. Le deuxième tome, j'ai trouvé peut-être qu'il était un petit peu long, il y avait des choses qui me plaisaient moins. Ce troisième tome arrive pour redonner un élan, on va dire, parce qu'on quitte les deux personnages principaux qu'on avait dans les deux premiers tomes, Lara et Aren, et là on va se concentrer sur le couple Kéris et Zara. Zara, c'est une guerrière, c'est la combattante de la reine de Valcota. Enfin, c'est pas une reine d'ailleurs, je crois que c'est une... je ne sais plus le nom. Bref, peu importe. La dirigeante, on va dire. Sa mère a disparu, elle est morte, et donc c'est cette femme qui a pris le rôle de mère, mais en fait c'est sa tante. Et elle l'a vraiment façonnée de toutes pièces pour qu'elle soit vraiment une bête de guerre, quoi, vous voyez.
Mais en fait, au plus profond d'elle-même, elle va se rendre compte que ce qu'elle veut, c'est la paix, elle veut la liberté, elle veut que chacun se sente bien dans son pays, dans cette nation, elle veut que cette guerre sans fin, voilà, qu'on a depuis le premier tome, cesse entre notamment Maridrina, qui est vraiment la pomme pourrie de ce monde-là, avec son chef qui est Silas, son roi qui est Silas, et qui veut à tout prix avoir le pont, avoir toutes les ressources, avoir tous les pouvoirs en fait pour écraser tout le monde, bonnement et simplement. Mais du coup, elle a envie de quelque chose de différent. Et notamment, ça va arriver petit à petit parce qu'elle va côtoyer Kéris. Elle le rencontre totalement par hasard. En fait, leurs deux pays se rencontrent en fait à un moment. Il y a une rivière. Sauf que les deux peuvent, il y a une sorte de truc qui fait qu'ils se rejoignent et donc ils peuvent enjamber, ils peuvent sauter et aller de l'autre côté. Normalement, ils n'ont pas le droit, hein, mais Kéris, lui, c'est le prince de Maridrina, c'est le seul prince. Silas a eu des tonnes et des tonnes de filles, dont Lara, qui était dans le premier et le deuxième tome. Mais Kéris, lui, c'est un prince qui normalement du coup va devoir prendre la tête de Maridrina ensuite. Lui, son truc, c'est pas la force, mais c'est plutôt l'intelligence. Il a fait des études et il s'est toujours mis contre la guerre que veut son père. Mais là, il a décidé du coup de changer de stratégie. Et face à Zara, voilà, il va vraiment lui montrer ce que lui, il aurait envie. Il aurait envie d'un monde sans combat, un monde où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, où voilà, si le prince a décidé de plutôt faire des études plutôt que de combattre, ben, il a le droit. Et tout ça. Bref, ils rêvent tous les deux à un monde meilleur, en cachette, lorsqu'ils se rencontrent. J'ai bien aimé parce que le début de leur relation, leur première rencontre ne tombait pas comme un cheveu sur la soupe et que l'évolution qu'il y avait entre deux, puisque faut se remettre dans le contexte qu'ils sont deux entités qui appartiennent à deux peuples totalement différents qui se font la guerre depuis très longtemps et surtout du côté de Zara. Donc lui, il sait qui elle est, mais elle ne sait pas qui il est. Donc pendant pas mal de temps, ça va rester un gros mystère de qui est cet homme. Comme elle va tomber petit à petit amoureuse de lui, ça va être difficile pour elle de faire machine arrière et de mettre un gros stop à Kéris, alors qu'en fait, c'est un homme en tant que tel. Enfin, elle l'aime en tant que personne, mais ce qu'il représente, c'est quelque chose qu'elle déteste du plus profond d'elle-même. Et comme dans les deux précédents tomes, on est beaucoup sur sur des faux semblants, sur des personnes qui doivent se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, qui jouent avec les apparences, tout ça. Et donc voilà, sur le fond du roman, c'était super intéressant. En plus, ça se passe pas après les deux tomes précédents, ça se passe à des moments clés au milieu de la première intrigue. Donc on revit des instants qu'on avait eus dans le premier et le deuxième tome. Je pense que c'est peut-être plutôt dans le deuxième d'ailleurs. Donc on a une autre vision des choses. Et j'ai beaucoup apprécié ça, j'ai beaucoup apprécié revoir un petit peu nos personnages Lara et Aren, même si on les voit de loin, on les voit pas trop. J'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai eu quand même un petit peu de mal parce qu'à certains moments c'était un peu niais, un peu trop mielleux la relation qu'ils avaient, mais je sais pas si c'est parce que j'étais pas trop dans le mood de lire ça ou quoi. Mais voilà, j'espère que le tome 4 saura faire des flammes et que ça réenchantera mon petit cœur. Mais voilà, ce troisième tome était bien. Le premier tome reste mon tome préféré. Les deux personnages là, je trouve qu'ils ajoutent vraiment une bonne dynamique au roman et je trouve que c'est très bien du coup d'avoir un nouveau couple pour éviter que la série s'essouffle. J'ai lu dans un tout autre registre Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est un roman qui avait été à la fois lu par la mère de mon copain qui me l'avait recommandé et mon propre père qui l'avait adoré également. Donc je l'ai lu avec mon copain et on a tous les deux vraiment adoré. C'est une lecture un peu feel good mais à la fois touchante, à la fois avec son petit lot de mystère qui nous tient en haleine et puis son côté un petit peu humoristique, vraiment. Ce roman a vraiment tout pour plaire. C'est l'histoire de Violette, une jeune femme qui vit dans un cimetière. Voilà, elle est gardienne de cimetière, donc elle s'occupe d'arroser et de changer l'eau des fleurs, d'où le titre. Elle vit là toute seule.
Elle est très très proche des gens qui viennent voir les défunts. Elle les accompagne sur les tombes, etc. Et en fait, à travers son elle d'aujourd'hui, et puis les personnages qu'elle rencontre, parce qu'elle détricote un petit peu leur histoire, leur vie personnelle, on a aussi sa propre histoire à elle, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, à être gardienne de cimetière, à habiter toute seule alors qu'elle a 30-40 ans, donc elle devrait être en âge normalement d'avoir une famille, d'avoir un mari, d'avoir des enfants. On a plein de récits qui s'entremêlent, donc il y a son elle d'aujourd'hui, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Julien Seul, et avec qui il va y avoir une petite relation. Elle n'a pas eu de chance dans sa vie parce qu'elle a rencontré un homme qui s'appelle Philippe Toussaint avec lequel elle s'est mariée, qui était un homme absolument exécrable qui, au début, c'était tout feu tout flamme, il se sautait dessus, il y avait du désir, il y avait de l'envie, mais en fait, cet homme n'a jamais su vraiment aimer quiconque, n'a jamais su aimer quelqu'un d'autre que lui, et donc il se barrait. Tous les jours, il allait faire un tour de moto, et donc elle était toute seule. Et malgré tout ça, ils ont quand même eu une fille. Je vais pas trop en raconter non plus, mais voilà, vous voyez déjà que la relation qu'il y avait au début était pas forcément très saine. La petite fille, je vous laisserai découvrir aussi ce qu'il en est. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois cet aspect très touchant, poignant, où on avait souvent... comment dire, ça nous touchait, moi ça m'a touché très profondément cette histoire de Violette qui finalement ça lui coule dessus. Son mari est pas là pour elle, mais c'est pas grave, elle est là pour elle, elle a ses propres convictions, ses propres... voilà, dès qu'elle a cette fille, c'est son bonheur, c'est tout son monde. Et voilà, elle se retrouve après à changer l'eau des fleurs dans un cimetière, à rencontrer d'autres personnes pour lesquelles elle va être là, elle va les épauler, elle va leur offrir le thé, le café, des petits gâteaux. Et c'est une femme vraiment extrêmement humaine. Et à côté de ça, du coup, on a un fameux mystère à résoudre. Mais il y a aussi, ça peut être lourd, ça peut être pesant comme ambiance, comme vie finalement, qui est loin d'être heureuse. Mais il y a toujours des petites touches d'humour, notamment il y a une scène qui est assez rigolote où il y a dans son cimetière, à la nuit tombée, donc elle ferme le cimetière normalement, et il y a des jeunes qui s'amusent à sauter par-dessus le mur et à venir fumer sur les tombes, voilà, discuter tout ça alors qu'ils n'ont rien à faire là. Et ce qu'elle va faire à un moment, c'est qu'elle va se déguiser en fantôme, elle va mettre un drap et elle va rouler sur un monocycle en leur faisant peur. Et voilà, c'est ce petit genre de touche d'humour que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que ça permet un petit peu de rendre le roman un petit peu plus light, un peu plus léger. Mais voilà, dans sa globalité, il y a tellement de choses dans ce roman qui sont positives que l'aspect vraiment touchant, lourd, ne se fait pas vraiment ressentir. C'était vraiment super chouette et je vous le conseille très chaudement. On va continuer avec encore une lecture très poignante, très touchante, très compliquée à lire sur une relation, est-ce que je peux dire ça comme ça, pédophile. Ça s'appelle Les Longueurs de Claire Castillon. C'est chez Gallimard dans la collection Scripto. Ça a été vraiment un coup de cœur ce roman, ça a été un coup de poing. C'est difficile à lire, c'est atroce, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut. Mais à la fois c'est extrêmement intéressant de voir la machination qu'il y a entre un homme qui va avoir des relations avec une enfant. Puisqu'au tout début de l'histoire, on va suivre Lola qui a 7-8 ans, peut-être quelque chose comme ça, qui va rencontrer Monjo, un homme qui est ami avec sa mère. Et lui, il travaille dans comment ça s'appelle, un truc d'escalade. Et il va lui dire à la petite fille, tiens, toi, t'as qu'à venir essayer l'escalade et tout. Et après, il va dire, ouais, t'es super douée, t'as qu'à venir en faire. Et donc régulièrement, ils vont se voir dans ce cadre-là, dans ce club d'escalade. Et la mère n'a aucune idée de ce qui s'y passe. Elle voit Monjo, elle va boire un verre avec lui, etc. Pour lui, c'est le père de substitution de sa fille, puisqu'elle n'est plus avec son père.
Et elle, au début, Lola, c'est un petit peu ce qu'elle ressent aussi, c'est une figure paternelle, parce qu'au début, il est très sympa avec elle, il lui offre des petits trucs à manger, il est là pour elle, tout ça. Et puis en fait, il va commencer à faire des petits gousi-gousi, des petits guili-guili, vous voyez, il donne des petits mots parce qu'il commence à la caresser, etc. Et de voir comment insidieusement il va rentrer dans son intimité et lui dire de ne rien révéler parce que c'est leur petit secret. Vraiment de voir cette machination et comment Lola le vit, parce que c'est vraiment dans son regard à elle. Au tout début du roman, Lola a 15 ans, je crois 16 ans, donc elle est ado, et elle sait ce qui s'est passé avec Monjo. Et en fait, après, on va remonter le temps et commencer vraiment au tout début, quand est-ce qu'ils se sont rencontrés. Et on voit aussi comment est-ce qu'elle elle s'imagine les choses, comment est-ce qu'elle le vit. Au début, on a l'impression que ça la touche pas forcément, et puis en fait, on se rend compte que ça la construit, ça l'affecte. Comment ne pas être affecté en fait quand on est touché, quand on est caressé par un adulte et qu'on comprend pas ce qui se passe, qu'on lui demande de faire des choses sexuelles alors que voilà, c'est une mineure. Quand elle a 10-12 ans, voilà, c'est pas normal, c'est pas normal. Je vais pas m'étendre plus sur ce livre parce qu'il faut le lire pour vraiment ressentir les émotions, mais vraiment un coup de cœur, ce roman, je vous le conseille. J'ai ensuite enchaîné avec Bloomstone Manor, qui a été un super roman, beaucoup plus léger, c'est une sorte de romance, mais à la fois un roman féministe. On va suivre une jeune femme qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a 19-20 ans, quelque chose comme ça. Elle vit dans une famille très traditionnelle. La femme doit rester au foyer, elle doit faire la cuisine, avoir un mari, faire une famille, etc. Sauf que elle veut autre chose pour sa vie, elle veut faire de la science, elle veut travailler en tant que scientifique. Et donc, elle va être reniée méchamment par son père notamment. Et elle va habiter ensuite avec Lord Bloomstone, qui est du coup un homme un petit peu atypique, qui lui aussi était, fut un temps, prof de physique. Et elle est vraiment à fond dans l'astronomie. Il est assez peu conventionnel, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a des serviteurs, etc. Mais dans sa maison, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas de telle personne, c'est pas parce que lui, c'est le propriétaire de la maison qu'il doit mal parler à ses employés. Et donc voilà, c'est en ça que c'est un homme très progressiste, et en plus de ça, il est homosexuel. Donc c'est vraiment très compliqué. Voilà, sa vie à cette époque, puisque je ne l'ai pas précisé, mais c'était dans les années 1800-1850. Donc on va dire qu'à cette époque-là, c'était pas du tout quelque chose qui était accepté par la société. Et donc heureusement, la jeune fille arrive là et elle va réussir à s'épanouir. D'autant qu'elle va participer à un concours scientifique qui lui permettra d'avoir une bourse et puis pouvoir ensuite intégrer une université. Je crois que c'est ça. Et du coup, elle va être aidée par Lord Bloomstone. C'était vraiment super chouette. C'est à fond roman féministe, mais pas dans le sens super... comment dire, on prend les armes et on va combattre, mais c'est plus dans le sens où c'est vraiment des personnages qui sont profondément révolutionnaires pour l'époque, et on voit toute la difficulté qu'elle va avoir à avancer dans cette société qui est très patriarcale. Et il va y avoir aussi une petite touche de romantisme là-dedans, notamment avec un autre personnage dont je ne vais pas trop en dire. Cette romance, on la voit venir à des kilomètres, mais c'était quand même très mignon et j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai trouvé que c'était très intéressant, j'ai vraiment été happée par l'histoire, donc je vous le conseille. J'ai aussi lu Sorry Business de Jean-François Chabat aux éditions du Rouergue. C'est un livre qui est assez court, qui se lit assez vite. On va suivre deux sœurs qui décident de partir à l'autre bout du monde, en Australie, pour faire un road trip. Au tout début, ça commence, elles sont dans le désert et elles ont décidé de faire une randonnée dans un coin où normalement les touristes n'ont pas le droit d'aller parce que c'est un coin
comment dire, déjà qui est dangereux parce que c'est un désert, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Si jamais tu as un souci, tu peux pas appeler qui que ce soit. Bref, tu es un peu dans le caca. Mais elles ont décidé d'y aller quand même. Et puis c'est aussi un coin qui est sacré, notamment pour les aborigènes, puisqu'il y a une sorte de montagne. Et donc normalement elles n'ont pas le droit d'être là-bas. Et comme vous vous en doutez, il va se passer ce qui doit se passer. À un moment, elles vont être attaquées par des gens qui ont des sortes de fléchettes. Et là, elles sentent que ça pue du cul. Et du coup, elles vont se faire kidnapper et elles vont se retrouver complètement démunies. Elles sont à poil, elles n'ont rien à manger, elles n'ont rien à boire. Elles vont vraiment mourir si personne ne leur vient en aide. Et là, il y a un garçon qui va popper de nulle part et qui va commencer à leur expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont là et un peu les aiguiller sur tout le mystère, là, qui c'est qui les a kidnappés, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent et tout ça. C'est un roman que je pensais plutôt tourner vers tout ce qui est policier, mystère, etc. Et en fait, c'est un roman plutôt sur les aborigènes et sur les conditions de vie des aborigènes en Australie. Le fait qu'ils sont vraiment en marge de la société, que les gens les prennent pour des débiles, jugés comme des moins que rien. Et donc c'est pour essayer de remettre au centre ce que sont que les aborigènes, quelles sont leurs croyances, leur manière de vivre et tout ce que les Blancs ont apporté finalement en Australie quand ils sont arrivés, les problèmes de drogue qu'il y a, d'alcool. C'est une population qui est pauvre, qui est mal considérée, bref. Donc sur fond de survie, voilà, c'est vraiment un roman sur la survie où on ne sait pas en fait si les deux personnes, si les deux sœurs vont réussir à s'en sortir. Sur fond d'un peu de thriller, hein, j'ai envie de dire. On se pose quand même pas mal de questions sur la société en Australie et notamment sur les aborigènes et tout ce que je viens de vous raconter. C'est pas ce à quoi je m'attendais à la base, donc j'ai été assez surprise de voir ça, mais je trouve que c'est un livre qui est très intéressant pour son aspect justement sur prendre conscience de ce que vivent les aborigènes en Australie. Je vais continuer avec Nos plus belles années de Clara Hérault, qui est édité chez Hachette si je me trompe pas. Ça a été une super lecture. Presque un coup de cœur, il m'a manqué pas grand chose parce que c'est un roman qui reste somme toute assez cliché, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. C'est un livre qui m'a fait vivre plein d'émotions. On va reparler d'une thématique assez difficile qui est le viol. Là, on se retrouve dans une université à Sciences Po, pour être plus précis. Avec une jeune fille qui arrive juste à Sciences Po, qui se dit ouais mais ça va être trop cool, la vie d'étudiante, je vais rencontrer plein de monde, je vais m'amuser, je vais sortir et tout ça. Et en fait elle va vite déchanter quand elle va voir ce que c'est réellement. En fait on a deux personnages, on a Jade et Ambre. Je me suis rappelé des noms sans regarder. Donc Ambre c'est notre personnage principal et donc elle c'est plutôt une fille sage, réservée, donc elle n'est pas du genre à sortir tous les soirs. Et de l'autre côté il y a Jade qui est complètement son opposé et elle c'est une fille très solaire, elle attire tous les regards sur elle, elle est super jolie et elle adore sortir, elle adore faire la fête. Et donc lorsque les vacances d'été se finissent et qu'elles vont commencer leur première année à Sciences Po, Jade, elle est à fond dans les sorties de soirées étudiantes et Ambre, elle est plutôt là à freiner des cas de fer. Elle en fait une de temps en temps et ça lui suffit amplement, sinon elle révise ses cours, elle est très studieuse. Et malgré ces deux personnalités totalement opposées, Jade et Ambre sont vraiment complémentaires. Elles se connaissent depuis qu'elles sont en primaire, je crois, et c'est impossible pour l'une de vivre sans l'autre. Malheureusement, il va arriver quelque chose à Jade lors d'une soirée, le fameux viol. Enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça, c'est la manière de montrer que le viol, c'est pas quelque chose qui est violent, c'est pas quelque chose qui est fait avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout, là c'est quelqu'un qui était connu, et que ça peut se passer sans que ce soit profondément violent ou profondément... voilà, ce viol, il est un peu dans une zone grise en fait, et du coup, c'est ça que j'ai vraiment apprécié de la part de l'autrice. Mais ce qui fait que en fait, ça n'empêche que c'en est quand même un, parce qu'il n'y avait pas consentement. Jade va ensuite du coup tomber complètement dans un gouffre
au plus on avance dans le livre, au plus elle se sent mal, elle se renferme sur elle-même. Bref, c'est vraiment horrible à voir dans quel état elle se met. Et Ambre, de son côté, en fait, à cause de tout ça, elle va de plus en plus se distancer de Jade. Et du côté d'Ambre, il va se passer aussi plein de choses, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler. Et voilà, et à la fin, je peux pas trop en dire, mais j'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé que c'était percutant, que c'était poignant. Il y a des moments où j'avais envie de pleurer. Et je pense que ça dépeint très bien aussi l'ambiance festive des soirées étudiantes. Et ça reste quand même assez cliché dans les personnages, dans le fait qu'on ait vraiment deux personnalités totalement opposées, dans le fait que... voilà, des personnages de manière générale. J'ai beaucoup aimé l'aspect aussi sur la sexualité qui a été abordé, la sexualité, le questionnement aussi de la sexualité, de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être avec une fille? Est-ce qu'on veut être avec un garçon? Est-ce qu'on est aromantique? Est-ce qu'on est asexuel? Est-ce que... Bref, toutes ces questions-là sont aussi abordées. C'était une vraiment très très chouette lecture que je vous conseille aussi chaudement, mais il faut être prêt et sortir les mouchoirs. Donc vous avez vu jusque-là, j'ai eu quand même de très bonnes lectures. Cette dernière lecture, roman, avant de passer à la lecture bonus, n'a pas été vraiment très très bonne, si je peux le dire comme ça. Je vais pas me pesantir trop longtemps dessus, je vais quand même vous dire pourquoi j'ai pas apprécié. Il s'agit de The Curse of Saints de Kate Dramis chez les éditions Calix. Je l'ai fini juste aujourd'hui d'ailleurs. Je me suis un petit peu accrochée pour finir ma lecture, j'aurais pu l'abandonner, mais en même temps c'était pas si mauvais que ça. Mais j'ai quand même pas mal de choses à dire dessus. On va y aller. C'est une fantasy où on va suivre Aya, une Visia qui est aussi l'espionne de la reine. Donc en tant que Visia, elle a des pouvoirs. Dans ce monde-là, les dieux ont décidé que certaines personnes auraient le droit d'avoir des pouvoirs. Donc ce sont les Visia, les autres ce sont des humains totalement lambda. Et ils les ont, ils ont limité les pouvoirs afin qu'ils ne puissent pas avoir trop de pouvoir et pouvoir dominer le monde en quelque sorte. Seuls les dieux ont vraiment max de pouvoir, vous voyez. Donc c'est une Visia, elle a le don de persuasion, donc en gros lorsqu'elle a besoin de soutirer des informations, elle va réussir à les soutirer grâce à son don. À côté de ça, il y a deux autres personnages importants qui entourent la reine. Donc il y a Tova qui est la deuxième commandante de la reine en gros, qui a je crois le don du feu. Et puis il y a le premier, donc qui est aussi l'exécuteur de la reine, c'est lui qui va tuer si jamais il y a besoin et qui va aussi avoir un pouvoir de faire ressentir la douleur aux gens, par exemple de leur donner des émotions, et il ressent en retour aussi ce que eux pensent, j'allais dire, mais c'est pas pense, mais c'est plutôt ressentent. Il est aussi appelé le prince noir parce qu'il a une réputation qui le précède, parce qu'il est assez ténébreux, assez fort, costaud, musclé, et il faut pas l'embêter. Au début du roman, on sent qu'une guerre se prépare, et donc Aya et Will vont se rendre dans un royaume voisin pour demander de l'aide. Là, le roi de ce royaume leur dit « Non, moi j'ai pas à vous aider, je m'en fiche, c'est votre problème ». Malgré tout, ils vont quand même rester là, ils vont rencontrer Aidon, donc le fils de ce roi, et Josie qui est la sœur, non c'est pas le fils du roi, c'est le neveu du roi, et Josie qui est la sœur d'Aidon. Il y a cette fameuse histoire de pouvoir qui prend de plus en plus de place au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, et on délaisse un petit peu cette histoire de guerre qui arrive. Il y a 3 points qui pour moi sont importants dans une histoire. La première chose, c'est l'histoire en tant que telle. Là, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que il y avait un côté narratif assez bizarre parce que autant il y a des moments qui étaient passés sous silence et du coup je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas où étaient les personnages, ils étaient dans un lieu, ils se retrouvaient dans un autre, il y avait des choses qui étaient des non-sens, genre à un moment ils sont dans une grotte et Will il se met sur un lit, ou d'où est-ce qu'il y a un lit dans une grotte. Deuxième chose, c'est les personnages.
En tant que tel, les personnages sont plutôt sympas, c'est des personnages qui sont super forts, comme souvent dans les fantaisies, mais qui ont leurs petites faiblesses, donc c'est plutôt pas trop mal. Mais les relations entre les personnages tombent comme des cheveux sur la soupe. Will et Aya se détestent depuis très très longtemps, on ne sait pas vraiment pourquoi, honnêtement même quand il y a eu l'explication, j'ai pas trop saisi le pourquoi du comment. On nous le dépeint comme Will et Aya se détestent, c'est les ennemis jurés. Et pour autant, Will n'est jamais méchant avec Aya. C'est Aya qui ne veut rien avoir à faire avec Will, mais je n'ai vu à aucun moment Will être vraiment méchant envers Aya. Donc ça, je n'ai pas compris non plus. Et puis, donc voilà, ils se détestent, et puis au bout d'un moment, ah non mais en fait t'es trop beau, ah vas-y, on ken. En gros c'est ça, voilà. Donc pas compris non plus. Pareil avec la relation avec Aidon, parce que voilà, on a un triangle amoureux avec Aya au milieu, puisque sinon c'est pas drôle. Et puis, troisième chose, du coup, c'est de vivre des émotions, de ressentir des choses. Et honnêtement, ça ne l'a pas fait du tout. Voilà. Donc, entre le fait que j'étais perdue, parce que des fois, c'était pas compréhensible, entre le fait que les personnages, les relations qu'ils ont, ça passe du tout au tout, sans qu'il y ait de lien, et les personnages sont censés être amis, alors que, je sais pas, ça fait peut-être une semaine, 2 semaines qu'ils se connaissent. Voilà, moi il y a des choses qui me dépassent dans ce roman. L'idée de base pouvait peut-être être intéressante, et encore que des pouvoirs magiques qu'ont les personnages, et puis des histoires de saints, des histoires de personnes qui ont max de pouvoir et qui sont surpuissants par rapport à d'autres, et puis des guerres et tout. Enfin honnêtement on en a assez dans la fantasy pour se passer de ce genre de romans qui pour moi ne valent pas le détour. On va finir quand même avec une note positive, puisque il fallait que je vous présente un livre documentaire, un livre de vulgarisation scientifique pour être plus précise, qui est Fouloscopie, écrit par Mehdi Moussaïd. C'est un petit ouvrage qui fait à peu près 200 pages, qui traite de la fouloscopie, c'est-à-dire l'étude des foules. Ça a été une super lecture, une super découverte, très très simple, très abordable, vous n'avez pas du tout besoin de bagages scientifiques. Vous connaissez peut-être d'ailleurs la fouloscopie, puisque Mehdi Moussaïd a une chaîne YouTube qui s'appelle justement Fouloscopie, sur laquelle il traite de ces questions de foule. C'est super super intéressant parce que on a l'impression que ça n'intéresse personne, et finalement il y a tellement comment dire, de manière d'utiliser cette science dans notre quotidien. Par exemple, il parle à un moment des piétons. Comment est-ce que les piétons vont se croiser lorsqu'ils sont dans un couloir? Est-ce qu'ils vont plutôt se croiser à droite? Est-ce qu'ils vont se croiser à gauche? Est-ce que ça dépend de leur origine ethnique? Est-ce que peut-être en Angleterre, ils ont plutôt tendance à se croiser à gauche? Nous, en France, je sais que nous, on se croise plutôt à droite parce qu'on roule à droite en voiture, mais je crois bien qu'en Angleterre, ils se croisent aussi à droite alors qu'ils roulent à gauche. Donc d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il y a possibilité de modifier ce comportement? Est-ce que si quelqu'un décide de croiser toujours à gauche alors que d'habitude dans les mœurs, les cultures, on croise à droite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la personne elle va rentrer dans l'autre? Est-ce qu'au bout d'un moment la culture va changer si tout le monde se met à passer à gauche? Beaucoup d'applications, de questionnements en fait autour de cette science des foules, que c'en est assez exaltant, assez intéressant, assez, je sais pas, moi ça m'a procuré des choses de lire ce livre. J'étais un petit peu déçue quand même parce que je trouve que ça rentrait pas suffisamment dans le côté scientifique. Ça reste vraiment très très abordable, vraiment sur quelque chose de très simple. L'écriture est très simple, il y a aucun souci pour comprendre. Et il y a beaucoup aussi de choses qui viennent parasiter, on va dire, le fond de ce qu'il veut dire à propos de l'étude des foules, puisqu'il va aussi parler de son expérience professionnelle en tant que doctorant au début. Donc il explique vraiment tout comment ça fonctionne, donc comment est-ce que il a rédigé sa thèse, quelles étaient les difficultés, comment c'est d'être publié dans une revue scientifique, comment est-ce qu'il faut faire, les différents types de voix, la voix dorée, la voix diamant, la voix verte, enfin bref, des trucs que moi je connais en plus en tant que bibliothécaire, parce qu'on en parle et on connaît avec tout l'enjeu de la science ouverte.
Mais pour quelqu'un qui s'intéresse juste à l'étude des foules, bon, voilà, honnêtement, je me serais passée de ces moments-là, mais pour quelqu'un qui est vraiment intéressé par l'univers scientifique dans sa globalité, c'est-à-dire qui serait potentiellement intéressé par faire de la recherche son métier futur, c'est vraiment super intéressant de savoir comment ça se passe concrètement. En bref, très bonne lecture que je vous conseille si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les foules. Et je vous mettrai aussi la chaîne de Mehdi Moussaïd dans la barre d'infos pour aller faire un tour si ça vous intéresse. Mais honnêtement, moi je l'avais découvert là-bas et il est vraiment super top. Bref, tout est super cool, donc je vous conseille ces vidéos. Et si vous vous posez la question d'ailleurs, ces vidéos et son livre se recoupent à certains moments, mais on n'a pas le même contenu, donc vous pouvez très bien faire les deux en même temps, il n'y a pas de souci. Voilà, la vidéo est terminée. Heureusement que j'avais ce dernier livre pour pouvoir finir sur une note positive. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez également nous partager vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!